Bonjour, bienvenue, c'est Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie tous les jours à midi sur Boursorama. Et après, en replay, votre invité aujourd'hui, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors cette nuit, il s'est passé des choses. Je voulais vous avoir votre réaction en primeur, notamment sur ces grosses incertitudes qui ont pesé sur la croissance mondiale depuis maintenant quasiment plus de 18 mois, en tout cas pour la guerre commerciale. Manifestement, nous dit Bloomberg, un préaccord, un mini-accord est en phase là d'être signé entre Américains et Chinois. Et puis aussi cette majorité absolue pour Boris Johnson dans le cadre des élections législatives, donc du Brexit. Donc deux grosses incertitudes, ça y est, qui sont levées quasiment derrière nous. C'est une bonne nouvelle? Pas entièrement. Alors, si vous voulez bien, on va séparer les deux événements. Le Brexit, on va commencer peut-être par la Grande-Bretagne, parce que là, il y a des élections qui ont eu lieu, il y a un résultat clair. Et donc une majorité parlementaire et un gouvernement autour de Boris Johnson. Ça veut dire très probablement que le Brexit va avoir lieu le 31 janvier. Ouais. Les choses sont claires, sont claires maintenant. Mais pour autant, tout n'est pas réglé. Et c'est ça que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un accord de retrait qui a été conclu entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, qui va probablement être adopté par le Parlement britannique définitivement. Mais cet accord ne règle qu'une partie des choses, c'est les modalités de la séparation. Il ne règle pas la question qui est la plus importante la relation commerciale. Sur le plan économique, c'est exactement est-ce qu'il y aura un futur accord commercial entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Là, il y a un calendrier qui est prévu. On s'est donné jusqu'à la fin 2020 pour pouvoir négocier. De l'avis général, c'est une période très courte, probablement trop courte. Mais c'est la question clé pour la croissance économique britannique. Parce que s'il n'y a pas d'accord commercial, ça veut dire que la Grande-Bretagne perd brutalement 450 millions de clients. Il y aura aussi un effet négatif pour l'Union européenne, mais moins important, parce que l'Union européenne perdrait, elle, 60 millions de clients. Donc encore un gros morceau, encore une fois, à négocier. Le plus gros morceau est devant nous. Je crois que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu accord de retrait, mais ça n'est qu'une nouvelle partielle. Et pour la nouvelle partielle, il a fallu 3 ans. C'est-à-dire que pour le gros morceau, peut-être que ça sera... Oui, alors encore une fois, il y a peut-être une clarification de la situation politique britannique qui va aider. Mais c'est la négociation la plus difficile qui reste devant nous. Donc l'incertitude est différée, elle n'est pas levée en ce qui concerne les modalités du Brexit. Mais il y a quand même deux grosses incertitudes, encore une fois, le Brexit, même si rien n'est réglé encore une fois sur le fond et sur l'aspect relations commerciales. Et la guerre commerciale, d'après Bloomberg, encore une fois, l'accord est signé ou en passe d'être signé. Des deux, quelle est la meilleure nouvelle pour l'économie, pour la conjoncture européenne, et puis on est un peu ethnocentré pour la croissance française? Alors ensuite, on va dire un mot des négociations entre les États-Unis et la Chine. D'abord, si vous voulez bien, on va attendre que l'accord soit signé, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été habitué à des bonnes rumeurs, des mauvaises rumeurs, au gré des tweets. Donc attendons que l'accord soit signé. Si l'accord est signé, c'est une bonne nouvelle. Mais là aussi, c'est une bonne nouvelle partielle, parce que les Américains eux-mêmes partent d'un accord de phase 1, qui ne règle pas tous les sujets avec la Chine. Et puis ça ne règle pas l'incertitude protectionniste qui est née des États-Unis en général. Il n'y a pas que les négociations avec la Chine. Souvenez-vous, il y a eu ces négociations très difficiles avec le Mexique et le Canada. Il faudrait que là, l'accord soit ratifié par le Parlement américain, le Congrès. Et puis, il y a des menaces sur l'Europe. Donc, je crois qu'il serait extrêmement souhaitable que, de façon générale, l'administration américaine, M. Trump, lève les incertitudes qu'ils ont eux-mêmes créées sur la croissance mondiale. C'est un pas dans la bonne direction, mais l'environnement reste trop incertain aujourd'hui. Certains disent, je ne sais pas si c'est votre position, que malgré l'accalmie qui se profile entre Américains et Chinois, on va avoir sûrement des tensions entre ces deux superpuissances et que ça sera la nouvelle norme économique pour les 10 prochaines années. Je crois qu'il y a un défi de long terme évident, notamment autour de la maîtrise de la technologie. La Chine a fait d'énormes progrès économiques et technologiques, et ceci alimente la rivalité entre les superpuissances. Ça, si j'ose dire, ça fait partie de la vie, depuis toujours dans l'histoire. La question qui se pose, c'est comment on règle ce type de rivalité, de tension, et en même temps, le fait que la Chine accède à la prospérité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on règle ça? Est-ce qu'on le règle par des tensions bilatérales, des menaces, des escalades, des rhétoriques, ou est-ce qu'on essaye de rénover ce qu'on a appelé l'ordre multilatéral? C'est-à-dire, on se met autour d'une table, on essaye de construire des règles du jeu et ensuite de les faire appliquer. La méthode Trump, elle est claire. La méthode Trump, elle est clairement du premier côté, et je pense que c'est la moins efficace. Y compris par rapport aux intérêts américains. Même si sur le fond, il a raison. Y compris par rapport aux intérêts américains, je suis sur la méthode là, et y compris par rapport à la croissance mondiale. La méthode multilatérale, ça consisterait à s'appuyer notamment sur une organisation qui existe, qui est l'Organisation mondiale du commerce,
Et on va prendre un exemple extrêmement simple dans le sens des intérêts américains. L'économie américaine est extrêmement forte sur les services. L'Organisation mondiale du commerce s'est peu occupée de services jusqu'à présent et s'est surtout occupée d'industrie, de biens manufacturiers. Il y aurait une attitude américaine cohérente qui consisterait à dire « je joue l'Organisation mondiale du commerce, j'y suis présent, je m'appuie sur ses règles, mais je demande une ouverture du commerce mondial des services ». Or, c'est malheureusement le contraire qui se passe, c'est-à-dire que les États-Unis ont pris l'initiative de quasi paralyser l'Organisation mondiale du commerce. Je crois que c'est à dessein et de façon très court-termiste, si vous me permettez. C'est-à-dire que la méthode bilatérale de la menace, elle produit un certain nombre de résultats de court terme, mais elle a l'énorme inconvénient de mettre de l'incertitude dans l'ensemble de la croissance mondiale, y compris pour les entreprises américaines. Toujours est-il, moins d'incertitude manifestement après cette nouvelle sur le Brexit et cette ébauche de préaccord entre Américains et Chinois. On peut s'en réjouir pour la croissance française. À court terme, oui, mais encore une fois, les grands défis ne sont pas réglés. Alors, faisons le lien avec les prévisions économiques que nous venons de publier, nous, Banque Centrale Européenne, pour la zone euro hier. Nous voyons, pour la première fois depuis plusieurs trimestres, une amorce de stabilisation. Ça, je crois que c'est aussi une nouvelle dans la bonne direction. La croissance en zone euro reste assez faible, un peu plus de 1% en 2019 comme en 2020. L'inflation reste trop faible, elle aussi à un peu plus de 1%. Notre bon régime de croisière serait plus proche de 2% pour la croissance comme pour l'inflation. Mais une amorce de stabilisation qui correspond à cette réduction des incertitudes. J'insiste sur le fait, encore une fois, que rien n'est totalement réglé, mais les choses, là, il faut le saluer, vont un pas dans la bonne direction. Bon, vous parlez, François Villeroy-de-Galhau, de l'inflation faible en zone euro. Parlons s'il y a de l'inflation en France, il y en a notamment dans l'immobilier. Et la transition, c'est le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, présidé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui réunit donc la Banque de France et le Trésor, qui s'est réuni hier, qui a fait des recommandations pour éviter ce que certains qualifient de surchauffe du marché du crédit en France. C'est vraiment ça, juste sur le diagnostic. Après, on rentre dans le dur des mesures. La machine à produire du crédit s'emballe en France, oui ou non? Alors, je crois qu'il faut un peu expliquer ce qu'est ce Haut Conseil de stabilité financière, qui est une instance peu connue, nouvelle et extrêmement importante, créée par la loi bancaire de 2013. Il est présidé par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. J'en suis d'une certaine façon le rapporteur, c'est-à-dire que c'est moi qui dois y proposer des mesures, et elles sont ensuite soumises au vote de 8 membres. Et il n'y a pas que des administrations, il y a aussi 3 personnalités qualifiées indépendantes. Stabilité financière, c'est peut-être un mot un peu technique, mais ça veut dire de regarder s'il y a des risques sur le système financier, et c'est une préoccupation évidemment de plus en plus forte depuis la grande crise financière il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté sur le crédit immobilier, pour revenir sur le diagnostic, oui ou non? C'est que la croissance du crédit immobilier 6% en par France, an depuis 2017. On est même proche de 7% depuis par 2017, an. 6% par an. Oui, alors ça fait plusieurs années que la croissance du crédit immobilier en France est beaucoup plus rapide que dans les autres pays de la zone euro. 2 fois plus rapide. Et puis non seulement il y a croissance, mais nous avons constaté que par rapport à un certain nombre de pratiques établies, de sagesse, de sûreté des prêts, il y avait une tendance à la dérive. Donc ça veut dire, je coupe, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que les banques, elles prêtent trop à trop de monde. C'est ça votre message? Trop à trop de monde? C'est pas forcément trop à trop de monde, c'est surtout les conditions du prêt que nous regardons. Et pour être très concret, il y a deux bonnes pratiques que nous avons rappelées et que nous nous attendons à voir respectées par les banques. On parle de ces mesures, juste, mais le message, c'est, on parle des mesures, mais les banques doivent être plus prudentes, plus sélectives. C'est ça le message qu'on comprenne bien. C'est pas forcément la sélectivité, parce que ce que racontent beaucoup de personnes qui ont été en négociation avec les banques sur leur prêt, c'est que les banques poussent à la roue, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'elles proposent spontanément à leurs clients des crédits plus longs ou de montants plus importants que ce que les clients avaient demandé. Bon. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas, si je peux le dire très directement. C'est une pratique marginale ou c'est une pratique largement répandue? Alors, c'est une pratique sur les 2 seuils que nous avons rappelés hier, et qui, encore une fois, sont 2 seuils de bon sens, si j'ose dire, presque de bon père de le taux d'effort. Le taux d'effort des emprunteurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le taux d'effort? Rentrons dans le détail. C'est la charge de remboursement. Le principal plus les intérêts de la dette. La mensualité rapportée. Exactement, la mensualité rapportée au revenu. Voilà. Et là, il y a une règle que tout le monde a un peu en tête, mais là, nous avons mis noir sur blanc, c'est 1/3, 33%. On dépasse trop souvent ce seuil aujourd'hui? Aujourd'hui, on dépasse trop souvent ce seuil. Combien de fois? Et surtout, il y a une dérivée, si vous voulez, c'est-à-dire que le dépassement était marginal, et d'ailleurs, nous admettons que dans certains cas, il peut être justifié. Il y a une dérive ou une dérivée? Une dérive ou dérivée, choisissez le mot que vous voulez. Disons qu'une dérivée
qui devient trop forte, c'est une dérive. Voilà. Donc là, il y a une dérive. Ah, voilà. L'autre limite que nous avons rappelée assez fermement, c'est la durée des prêts, pas plus de 25 ans. Juste sur le taux d'effort, cette dérive, elle concerne combien de prêts dans les nouveaux prêts octroyés? Parce que dérive, le mot est fort. Aujourd'hui, alors, c'est peut-être la distinction sémantique que nous avions à l'instant entre dérivé et dérive. Nous ne disons pas que tous les crédits au-delà de 33% de taux d'effort soient forcément. Mais ça concerne quoi, 5%, 10% des nouveaux crédits aujourd'hui, c'est un peu cadrer les choses. Nous avons donné, pour vous donner une réponse chiffrée précise, nous avons donné une flexibilité par rapport à ces deux critères de 15%. Alors 15% un peu tempéré, j'y reviendrai dans un instant. Nous estimons que aujourd'hui, la dérive est un peu supérieure à celle-là. Donc il y aura probablement un petit recadrage d'un certain nombre de crédits qui, eux, pour lesquels c'était effectivement déraisonnable. Mais ce qui était surtout important, c'était de stopper cette dérive. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez... Donc ça concerne une minorité de crédits, mais en forte croissance. Voilà. C'est ça l'idée, pardon. Je vais vous citer l'exemple de la durée, parce que là on a les chiffres. Allez, il y a 3 ans... Deuxième mesure, la durée. La durée, pas plus de 25 ans. Pas plus de 25 C'est le souhait de l'HCSF. Il y a... Oui, c'est même une recommandation. Oui. Si vous me permettez d'employer le mot juridique, c'est pas un souhait que nous formulons comme ça, c'est une recommandation important. Dont nous allons suivre précisément la mise en œuvre par les banques. J'y reviendrai dans un instant. Il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas, zéro de prêts supérieurs à 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes entre 4 et 5%. Donc là, la dérivée, on la voit. L'habitude s'est prise, voilà, de proposer à un certain nombre de clients des prêts très longs. Or, plus un prêt est long, permettez-moi de rappeler le bon sens, plus un prêt est long, plus vous exposez le client à des risques. Mais souvent, les clients n'ont pas le choix. Vous savez que les primo-accédants, ceux qui n'ont pas les moyens, sinon ils n'ont pas les moyens d'acheter. Si parfois, ils sont contraints d'aller sur 25-30 ans parce que sinon ils ne pourraient pas acheter, parce que les prix sont très chers. Parfois, c'est subi plus que voulu. Dans la flexibilité de 15% que j'ai rappelé, nous avons prévu une priorité à l'accession. C'est-à-dire que les 3/4 de cette flexibilité seront réservés pour les primo-accédants et l'accession. Mais même pour les primo-accédants, si vous mettez un primo-accédant en situation de risque excessif, imaginons que vous lui mettez un prêt, je sais pas, à 28 ans, avec un taux d'effort à 40%, vous le fragilisez extraordinairement. Donc, on risque d'amener ce ménage en risque de surendettement. Ça, il faut absolument l'éviter, c'est le sens de la recommandation que nous avons faite. Indirectement, c'est la question de l'apport personnel qui, dit-on, ne cesse de baisser. En même temps, le courtier CAFPI nous dit que l'apport personnel, ça ne signifie pas pour autant qu'il y a une moindre capacité d'épargne, mais c'est qu'en fait les clients, cette capacité, ils la gardent pour faire autre chose. Oui, peut-être pour épargner dans de l'assurance vie ou autre chose. Alors là, je crois qu'il y a, ça fait aussi partie de la dérive qu'il fallait encadrer. C'est vrai que l'apport personnel diminue. Et nous recevons, à la Banque de France ou à l'ACPR, qui est le gendarme des banques, nous recevons un certain nombre de lettres ou de contacts un peu étonnés de particuliers qui nous disent moi je m'apprêtais à acheter un appartement, je comptais faire comme on fait normalement, c'est-à-dire utiliser mon épargne, notamment mon assurance vie comme apport personnel, et ma banque m'a dit mais non, gardez votre contrat d'assurance vie et augmentez votre crédit. Ça n'est pas raisonnable. Mais en même temps, une épargne qui rapporte plus qu'un crédit, financièrement, c'est vertueux. Quand on a une épargne qui rapporte, je sais pas, 2 ou 3% avec un crédit qui est à 1. D'abord, aujourd'hui, de l'épargne sûre qui rapporte 2 ou 3%, je crois que vous... On parlera de l'assurance vie, on était à 8. On était à 8 en moyenne l'année dernière. On était à 8, voire plus chez certaines banques. Mais le rendement de l'assurance vie va baisser. On va en parler. Mais c'est rarement un bon conseil d'exposer un client des deux côtés, du côté de son épargne et du côté du crédit, et d'augmenter la taille de son bilan. C'est pas non plus bon pour le système financier d'augmenter beaucoup la masse des crédits et d'augmenter beaucoup la masse de l'assurance. Je me mets à la place. Donc le bon sens, si vous me permettez, vous savez, la finance, c'est souvent de la technique, des règles, des chiffres, mais c'est aussi beaucoup du bon sens. Le bon sens dit qu'il y a des règles de sécurité à respecter, les 25 ans, les 33% de taux d'effort. Le bon sens dit aussi, pour vous, pour moi, pour les Français, que quand on veut faire un achat important et qu'on a de l'épargne disponible, je ne parle que de l'épargne liquide, c'est bien de s'en servir pour l'achat. Mais je me dis, pour celles et ceux qui nous regardent, qui se disent, ok, mais ils sont mignons là au HCSF, mais ces mesures que vous préconisez, je comprends que ça puisse pas plaire à celles et ceux, voilà, encore une fois, qui sont là, qui se disent, en gros, qui cherchent un toit, qui rêvent de l'accession, d'avoir leur maison, l'accession à la propriété, qui se disent, à cause de vous, ils vont se voir refuser un crédit. Non, encore une fois, il y a une flexibilité, et à l'intérieur de cette flexibilité, il y a une priorité suffisamment large. Nous avons vraiment regardé ces 3/4 de la flexibilité affectée à l'accession
Pour les primo-accédants. Les primo-accédants et l'accession en général, hein, l'acquisition de la résidence principale. Mais donc, ce que nous avons voulu empêcher, c'est, je vais vous citer deux exemples de dérives auxquelles les mêmes Français sont très légitimement sensibles. Le premier, c'est quelqu'un, parce qu'on a augmenté la durée de son prêt ou qu'on a augmenté le volume de ce prêt, qui se retrouve en risque de surendettement. Il faut évidemment éviter ça. Et le deuxième effet pervers auquel tout le monde est sensible, c'est qu'il y a un certain nombre d'investissements immobiliers qui, eux, ne sont pas pour l'acquisition de résidence principale et qui sont plus spéculatifs et qui poussent les prix vers le haut dans des grandes villes comme Paris, Lyon ou autres, et qui, eux, ont un vrai effet d'éviction justement sur l'accession à la propriété de la plupart des ménages. Et eux, ceux-là, il ne faut pas les aider. Faut pas... Alors, ceux-là peuvent évidemment emprunter à l'intérieur des règles de bon sens que je rappelais, mais alors tolérer du surendettement et du toujours plus et la dérive dont nous parlions pour quelque chose qui pousse toujours les prix vers le haut et un effet d'éviction, ça ne correspond pas à l'intérêt collectif. Ouais. Alors, ce sont c'est pas un souhait, c'est une recommandation. Et c'est important parce que ces mesures, François Villard-Gallo, elles sont contraignantes ou pas pour les banques? Parce que vous demandez, vous recommandez, vous exigez, et derrière, on se dit, qu'est-ce que vous ferez aux banques qui ne vous écoutent pas? Alors, cette question est légitime. C'est une question tout à fait légitime, comme les autres que vous posez. mais je vais être là aussi précis sur le plan juridique. C'est une recommandation, ça n'est pas une réglementation. Il n'y a pas de coercition, recommandation. Mais pour autant, une recommandation, nous attendons à ce qu'elle soit suivie des faits. Pourquoi? Et si elle ne l'est pas? Et si elle ne l'est pas? Si vous me laissez répondre, je vais vous le dire. Nous avons pris des mesures de sagesse et de prévention. Nous pensons... Et nous sommes convaincus, y compris ces personnalités qualifiées dont je vous parlais, qui représentent un peu les Français, nous sommes convaincus qu'elles conduiront à un marché immobilier qui restera financé, mais qui sera assaini et qui diminuera les risques pour les ménages. Donc comment ça va se passer concrètement? L'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution que je préside, aura un compte-rendu de la part des banques en disant voilà les conditions que nous appliquons à nos crédits, voilà comment nous avons respecté la réglementation, la recommandation. Et par rapport à ça, nous avons donné cette flexibilité de 15% avec une priorité à la résidence principale, comme je vous le disais. Nous nous attendons à ce que les banques respectent la recommandation. Il y aura peut-être un petit délai d'ajustement. Mais sur quels critères vous jugerez qu'elles respectent ou pas? Sur les chiffres. Sur les chiffres, c'est extrêmement clair. On demandera leur production. Quelle est la part qui respecte le 33% et le 25 ans? Et la part qui excède ces seuils, est-ce qu'elle est dans les 15% Vous regardez ça quand? 6 mois, 18 mois, nous allons regarder ça très régulièrement. En 2020. Bien sûr, la CPR a les moyens de regarder tout à fait ce que font les banques. Et au besoin, nous Dès 2020. Bien sûr. Et au besoin, nous pouvons déclencher les contrôles. S'il s'avérait, après dialogue avec la banque, qu'elle ne s'ajuste pas à la recommandation, les sanctions. Nous envisagerions, sanctions comme vous y allez, non, mais nous l'avons dit clairement hier, nous envisagerions de passer à des mesures contraignantes. Une des mesures contraignantes possibles, c'est la capacité de demander à une banque une surcharge en capital. Plus de capital pour ces nouveaux prêts. Pour ces nouveaux prêts non conformes à la recommandation. Donc, ce sont des mesures de sagesse, de prévention. Nous garderons une croissance des encours du crédit immobilier, mais à un rythme plus soutenable et surtout... C'est quoi un rythme plus soutenable? C'est quoi? C'est 4-5%? Je ne vous donne pas de chiffres à l'avance, mais ça n'est pas 2 fois la moyenne européenne ou 3 fois la croissance économique, et avec des crédits plus sains. C'est ça qui est le plus important pour les Français. Je crois que tout le monde sera gagnant à cette évolution, y compris au passage probablement les banques qui auront moins de risques à porter dans leur bilan. Or, les banques... Notamment le jour où la conjoncture peut-être se retournera. C'est le coup d'avance. C'est un des scénarios en tout cas auxquels nous sommes attentifs, parce que si la conjoncture se retourne, aujourd'hui elle est assez favorable avec diminution du chômage, etc. Mais imaginez que le chômage augmente, imaginez qu'un certain nombre de Français justement endettés se retrouvent en difficulté ou... que les banques se retrouvent fragilisées, je crois qu'il vaut mieux agir à l'avance. Donc on va se retrouver avec un immobilier préservé, mieux financé, et avec un système bancaire plus sûr. Tout le monde est gagnant. Il faut tempérer ça, mais pas trop. Tout le monde est une question de fine-tuning aussi. Je vous ai parlé de mesures de sagesse et de prévention. Nous agissons à l'avance. Au passage, d'ailleurs, beaucoup de nos voisins européens ont pris des mesures de ce type avec efficacité. Pensez à qui? La plupart des pays autour de nous, mais pour en citer un qui est assez proche de nous, la Belgique vient de prendre des mesures de ce type par recommandation aussi. Alors,
Si je reviens dans le vocabulaire technique, c'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire des banques centrales et des régulateurs, des mesures macroprudentielles qu'on prend à un moment donné compte tenu de la situation d'un secteur. Mais c'est là où François Villeroy-de-Galhau, c'est intéressant, c'est qu'il y a le macroprudentiel. Enfin, d'un côté, j'essaie de prendre un peu de hauteur. Vous nous dites la distribution de crédit va trop vite en France. Mais de l'autre... immobilier, oui. De crédit immobilier, pardon, bien sûr. Va trop vite en France. Mais de l'autre, on a comme une BCE qui met en place des taux bas, des taux négatifs, justement pour soutenir l'activité, la croissance, l'investissement et donc le crédit. Et là, on se dit, alors je ne sais pas si vous filerez la métaphore automobile, mais vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Alors, si vous pilotez un peu, vous savez que c'est pas... Je crois que c'est aussi une question importante, mais là, il est important de séparer les choses. On va revenir sans doute sur les taux bas et la politique monétaire de la BCE. Non, mais certains parleront de schizophrénie de la BCE en disant d'un côté, elle appuie sur l'accélérateur, le frein. Il n'y a pas du tout de schizophrénie, mais là aussi, laissez-moi répondre très calmement. Les taux bas, ils sont nécessaires pour soutenir l'activité économique et pour aller vers notre objectif d'inflation. Et par définition, ils sont les mêmes dans toute la zone euro, puisque c'est une politique monétaire pour l'euro. Il se trouve qu'en France, je vous le disais, les crédits immobiliers vont 2 fois plus vite qu'ailleurs. Donc c'est ça qui justifie le fait qu'on prenne des mesures spécifiques d'accompagnement en France. Mais tous ceux qui continueront à emprunter, et ça sera évidemment un très grand nombre, bénéficieront des taux bas, et tant mieux pour eux. Bon, et ceux qui disent, ouais, si l'immobilier c'est cher en France, etc., c'est à cause de la BCE, des taux bas. Oui, tout est de la faute de la BCE, de toute façon. Non, mais on répond quoi ces gens-là qui disent, les taux bas, ça fait monter le prix des actifs plus que l'inflation d'ailleurs, la bourse et l'immobilier, c'est pour partie du fait de la politique monétaire de la BCE. Oui, si vous voulez bien, sur la politique monétaire de la BCE, j'ai dit qu'elle était nécessaire et je crois qu'elle produit des effets positifs pour l'économie et pour l'emploi. Quand on regarde ce que les taux bas ont apporté à l'économie de la zone euro dans son ensemble, et retenez que c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur pour la France, depuis que nous avons mis en place ce qu'on appelle ces politiques non conventionnelles, qui ne sont pas seulement les taux négatifs. Il y a aussi les achats de titres, le QI, ce qu'on appelle la forward guidance, les annonces futures sur nos taux. Depuis 2014, cette politique a apporté environ 2,5 points de croissance supplémentaire. C'est extrêmement significatif. 0,5 par an, si vous le voulez. De croissance à la France. Voilà. Et alors, à la zone euro, mais les chiffres pour la France sont très proches. Et en termes d'inflation, environ 1,5 point, ça fait 0,3% par an. Donc, mais je ne dis pas le contraire, je dis juste que l'impact que ça a de manière secondaire, collatérale, sur l'immobilier, c'est de faire monter les prix. C'est votre image du collatéral. Ce n'est pas l'accélérateur et le frein, c'est qu'il y a une route qui est suivie. Gardons l'image automobile. Je crois que le véhicule de l'économie européenne et française avance à meilleure vitesse sur cette route grâce à la politique monétaire. Simplement, il faut surveiller les bas-côtés de la route. Et c'est ça qu'on fait, et prendre des mesures au besoin d'accompagnement pour éviter des effets pervers. Mais encore une fois, ce sont des mesures de sagesse, de bon sens. J'ai employé ce terme, mais j'y reviens. Qui peut dire raisonnablement qu'un prêt au-delà de 25 ans ou qu'un taux d'effort de plus de 33%, c'est quelque chose de sain, de soutenable dans la durée? Non, il y a des exceptions, il y a une souplesse, mais pas davantage. Bon, pour clore le sujet là-dessus, il y a ce débat en France pour savoir s'il y a une bulle ou pas sur les prix de l'immobilier, sur la pierre, bulle ou pas bulle. Qu'en pense le gouvernement de la Banque de France? Le Haut Conseil de stabilité financière ne s'est pas prononcé là-dessus parce que nous, l'important pour nous, c'est de regarder les risques financiers. Et vous, en tant que gouverneur? Nous ne sommes pas spécifiquement en charge du secteur de l'immobilier. La réponse que je ferai avec votre question, c'est que la situation est très différente selon les zones géographiques en France. Dans les métropoles. Il est frappant de voir que dans le cœur des métropoles, Paris, Lyon et ailleurs, là, vous avez une évolution très forte et probablement trop rapide du prix de l'immobilier. Donc bulle. Ailleurs, bulle... évitons les mots un peu faciles. Mais ailleurs, vous avez des zones qui sont plus déprimées en termes de prix et ça ne dépend pas que du financement. Nous savons tous qu'il y a des tas de facteurs qui jouent sur l'immobilier, y compris l'offre foncière qui est beaucoup plus limitée dans certaines zones. Mais nous avons d'ailleurs publié un diagnostic auquel je vous renvoie, qui est en ligne depuis octobre, sur des analyses du prix de l'immobilier. Mais notre sujet n'est pas de régler les prix de l'immobilier, qui dépendent de ça, mais aussi de beaucoup d'autres facteurs. Notre sujet, c'est de diminuer les risques financiers pour les Français et pour l'économie de notre pays. Alors, dans l'actualité également, François Villeroy-de-Galhau, il y avait la grande première de Christine Lagarde hier à la tête de la BCE. Est-ce qu'elle a réussi, haut la main, diront certains, est-ce qu'elle a réussi son examen de passage, son premier grand oral? C'est une entrée en jeu qui est réussie, oui ou non? Alors écoutez, je ne suis pas là pour distribuer mon point, mais quand je lis les commentateurs, je crois que c'est tout à fait réussi. Alors le mandat de Christine Lagarde est sur 8 ans, dans la durée.
Et donc elle ne jouait pas tous, il n'y avait pas d'examen de passage, elle a été nommée de façon tout à fait démocratique. Mais je crois qu'elle a tout à fait montré, ce qui ne faisait aucun doute à mes yeux et aux yeux de tous ceux qui la connaissent, elle a tout à fait montré qu'elle était faite pour le job. Alors il se trouve que j'ai participé dans les 2 jours précédents, avant cette conférence de presse, au Conseil des gouverneurs. Justement, comment ça se passe un Conseil des gouverneurs avec Christine Lagarde par rapport à ceux que vous étiez avec Mario Draghi? Quelle différence? Alors, on va commencer par les éléments de continuité. Nous sommes 25 autour de la table. C'est une table ronde. Je vous raconte un peu comment ça se passe. Allez-y, allez-y. On est d'ailleurs placé, je vous le signale, selon son nom de famille. Donc, c'est un ordre alphabétique et pas un ordre par pays. Là, il y a un message personnel assez important. C'est que nous sommes là, non pas pour représenter les intérêts nationaux, mais pour définir l'intérêt commun européen. Et il y a eu une discussion dans cet esprit-là. Le style de Christine Lagarde est sans doute plus à la recherche de consensus que le style de Mario Draghi. Je ne voudrais pas pour autant, parce que je sens pointer un petit jeu en disant, voilà, alors en quoi elle est mieux que Mario Draghi, et Mario Draghi par rapport à Jean-Claude Trichet 8 ans avant. Si vous me permettez, je pense qu'une des grandes chances de l'euro, qui est notre succès collectif, une des grandes chances de l'euro, c'est d'avoir eu des présidents successifs de la Banque Centrale Européenne qui étaient de grande qualité. Mario Draghi a sauvé l'euro en 2012, il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, Christine Lagarde apporte effectivement cette recherche d'unité. Nous avons passé plus de temps dans la discussion. C'est important ça, cette recherche d'unité, de consensus. Il y a besoin d'apaiser le Conseil des gouverneurs parce qu'on a senti les dissensions sur les dernières mesures qui ont été annoncées. Je relativise un peu ça. Les médias en font trop, c'est ça? Non, je relativise à 2 égards. D'abord, un point où je rejoins tout à fait Christine Lagarde, c'est que j'aime pas les classifications ornithologiques, si vous me permettez le mot. C'est-à-dire que nous sommes affublés de noms d'oiseaux, donc on est sommé d'être colombe ou faucon. Je crois que c'est totalement pertinent. Vous avez vu sa sortie hier, elle est géniale. Je suis ni colombe ni faucon, elle a dit. Je suis chouette. Je suis chouette, voilà. Qu'on associe souvent à une forme de sagesse. Juste sur la forme, elle a imprimé son style en disant ça. Oui, tout à fait. Mais enfin, il n'y a pas que le style qui compte. Il y a aussi le fond. Mais moi, je ne suis ni colombe, ni chouette, ni faucon. Ni chouette. Non, mais je crois que ce qui est important, chouette, ça ne détermine pas ce que vous déciderez sur le fond. Ce qui est important, c'est de regarder les faits, de les regarder avec sagesse, et surtout de ne pas être à l'avance prédéterminé ou enfermé dans un camp. Je crois que l'esprit de notre discussion hier et avant-hier, c'était ça. Alors, sur les discussions de début septembre, nous avons eu, dans un des derniers conseils de Mario Draghi, c'est vrai, des discussions animées notamment sur une mesure, qui est la reprise des achats de titres. 20 milliards d'euros, ce qu'on appelle le QI, tous les mois. Vous avez pris position publiquement en disant... À l'époque, je me suis prononcé contre cette mesure, j'ai soutenu toutes les autres mesures. Contre le principe même du QE ou le timing de le commencer maintenant? En tout cas, le timing, je me suis expliqué là-dessus, et si vous voulez bien, je n'y reviens pas. Ce que nous avons constaté, c'est que les décisions ont été prises début septembre, elles ont été prises à une majorité claire, légitime, chacun s'est exprimé, c'était normal, mais après, il faut pouvoir décider. Bon. Dès lors que les décisions ont été prises, elles sont faites pour être appliquées. Et ce que nous avons dit hier, et ça je crois que c'est un message important, au fond si je devais retenir un mot du Conseil des gouverneurs, c'est le mot de stabilisation. Alors avec beaucoup de prudence, parce que dans ce monde d'incertitude que vous décriviez tout à l'heure, mais il y a une amorce de stabilisation économique en zone euro. Nous avons cessé de dégrader à la baisse nos prévisions de croissance et d'inflation. Et face à cette stabilisation de la situation économique, stabilisation de la politique monétaire. Nous mettons en œuvre les mesures qui ont été décidées début septembre, nous n'en ajoutons pas, et nous pensons que dans la durée, et je souligne la composante de durée, ces mesures sont efficaces. Donc, sans savoir pendant combien de temps ces mesures seront alors ça, la durée dépendra de la situation économique et de son amélioration éventuelle. Mais notre politique monétaire... Ne bougera pas en 2020, a priori? Trop tôt pour le dire. Nous verrons. Ça, alors là, si je vous disais à l'avance aujourd'hui, écoutez, je vous garantis que ça ne bougera pas en 2020, je manquerais totalement à mon devoir. Notre devoir, c'est pas d'être prédéterminé, c'est d'être attentif à la situation économique. Je crois que notre politique monétaire, si je dois la résumer de 2 adjectifs, elle est à la fois accommodante et attentive. Accommodante parce que nous devons être en soutien de l'activité économique et de l'inflation en zone euro. Les deux sont trop basses, autour de 1%, je le disais tout à l'heure. Mais attentive à un certain nombre d'effets latéraux qui peuvent exister sur la stabilité financière et qui sont une des composantes à prendre en compte dans notre politique monétaire. Donc accommodante et attentive.
et nous avons la durée nécessaire pour qu'elle soit efficace. En 2020, la BCE et vous tous allez plancher sur les objectifs, donc ce qu'on appelle une revue stratégique, c'est le terme qui est approprié, revoir les objectifs et les outils, encore une fois, de politique monétaire. C'est vrai que la dernière remonte, j'avais Jean-Claude Trichet il y a 2 jours sur le plateau, ça remonte à 2003, ça remonte à l'arrivée de Jean-Claude Trichet. Oui. C'est nécessaire de tout remettre à plat parce que l'inflation n'est pas, encore une fois, après tout ce qui a été fait et toute la croissance qui a été apportée, c'est bien de rappeler les 2,5% de croissance sur 5 ans, les 1 et quelques d'inflation, mais l'inflation n'est pas à 2%. On a fait la moitié du chemin. Est-ce qu'il faut peut-être revoir ce taux d'inflation, cette cible d'inflation, plus de flexibilité autour que les 2%? Puisque vous citez les chiffres des dernières années sur la zone euro, permettez-moi d'en ajouter un autre qui est extrêmement important pour ceux qui nous écoutent. La zone euro, depuis 2013, a créé 11 millions d'emplois. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Tout n'est pas dû à la politique monétaire. Mais on estime qu'entre 2 et 3 millions d'emplois. Ça serait intéressant de comparer aux Américains. Oui, quand vous regardez sur la durée, depuis la création de l'euro, la zone euro a fait aussi bien en termes d'emplois que les États-Unis, ce qui n'est pas très connu. Il faut le rappeler. Ça. Mais là-dessus, il y a 2 ou 3 millions d'emplois qui sont dus à la politique monétaire. Donc, quand on parle des taux bas, qu'on parle de leurs éventuels effets négatifs, il faut d'abord rappeler cet effet positif. Alors, sur la revue stratégique, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ce qui a été fait. Je crois qu'il y a légitimement la politique monétaire a contribué, selon son mandat, à la bonne inflation et la croissance, mais il s'agit de se reposer un certain nombre de questions, et notamment préciser les objectifs de la politique monétaire. Pour vous citer 3 exemples très rapides. Le premier, nous devons mieux préciser l'objectif d'inflation. Et 2 choses peut-être un peu plus nouvelles. Sans en changer pour autant. C'est important ça, la sémantique. Le préciser, ça veut dire... Toute la distinction entre préciser et changer, si vous voulez bien, ça fera partie de la discussion. Mais ce que nous ne pouvons pas changer, et ça c'est très important, c'est le mandat que nous avons. Nous ne déterminons pas nous-mêmes notre mandat, c'est le traité adopté par les gouvernements, les parlements, les démocraties, qui nous dit votre mandat c'est la stabilité des prix. Donc nous devons assurer la stabilité des prix. On peut préciser la définition de la stabilité des prix, mais ça c'est notre mandat. Et puis il y a 2 autres objectifs auxquels nous serons amenés, je pense, à donner davantage de place. C'est le changement climatique et comment nous pouvons contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et puis c'est la stabilité financière dont nous avons parlé. Il reste très peu de temps. C'est le souhait de Christine Lagarde, on a compris, de verdir dans sa communication, dans ses propos, l'action de la BCE. C'est votre souhait aussi, j'ai l'impression, mais on sait que Jens Weidmann, le patron de la BUBA, la Banque Centrale Allemande, lui, il n'a pas l'air très fan du sujet. Oui, là aussi, n'écrivons pas à l'avance le résultat de la revue stratégique. On verra en 2020. Je crois qu'il y a autour de la table, y compris Jens Weidmann, et y compris les Allemands, une forte sensibilité sur le sujet. Donc il y aura des progrès. Effet secondaire des taux bas pour les épargnants, fini là-dessus, François Villeroy de Galhau. On l'a vu au travers de l'assurance vie, des premières annonces de compagnies d'assurance. En moyenne, sur le rendement du fonds en euros sécurisé, on était à 1,8% l'an dernier. Là, les premières annonces, et des banques feront mieux, c'est 1%, on passe de 1,8 à 1. La baisse est sensible. Qu'est-ce que vous dites? Vous entendez la colère des épargnants, les millions de Français, 30 millions, 40 millions de contrats en cours en assurance vie en France, qui ont le sentiment de payer au prix fort cette politique ultra accommodante de la BCE qui voit leur épargne qui ne rapporte plus rien. Vous leur dites quoi? Je rappelle d'abord que la politique monétaire, elle est menée selon son mandat et pour le bien de l'ensemble de l'économie. Je vous ai dit, une croissance supplémentaire et des millions d'emplois supplémentaires. Ouais. Et parmi les Français, il y en a beaucoup qui ont bénéficié de ça, et je crois que c'est bien. Pour les épargnants, les rendements de l'assurance vie ont baissé régulièrement au fil du temps. Ouais. Ce mouvement s'était interrompu en 2018. Quand on a des taux plus bas, quand on a une inflation basse, c'est logique d'avoir des rendements plus bas de l'assurance vie. Alors je ne me prononce pas en termes de chiffres, de cibles, ça c'est aux assureurs vie à les fixer. Mais effectivement, je redis ici que par cohérence avec la situation économique, puis dans l'intérêt même des assurés et de la solidité des contrats, il faut que ce mouvement de baisse reprenne. Alors après, nous verrons les décisions de chacun des assureurs. Mais là c'est les épargnants, je comprends l'idée pour stabiliser et pérenniser, encore une fois, les assureurs. Mais pour les épargnants, c'est terrible pour se dire qu'ils mettent de l'argent de côté et qu'au final, le produit de taux ne rapporte plus rien. Et c'est un changement de paradigme pour beaucoup de gens. D'abord, si vous me permettez, attention aux simplifications, c'est pas vrai que les produits de taux ne rapportent plus rien. 1,8%, c'est nettement positif et les rendements de l'assurance vie resteront évidemment positifs. Mais chacun de nous a une casquette d'épargnants, de salariés, de demandeurs d'emploi pour certains, j'ai rappelé les créations d'emplois, ou d'emprunteurs. Pensez à un patron de PME ou à quelqu'un qui veut acheter un bien immobilier. Au titre de certaines de ces casquettes, nous bénéficions des taux bas. Voilà.
Et donc, quand on regarde le bilan des taux bas, il ne faut pas isoler la casquette épargnant et oublier les autres. Globalement... Mais pour les épargnants, c'est dur. Pour les épargnants, c'est dur. Oui, mais les épargnants, encore une fois, ils sont en même temps emprunteurs, salariés, ou certains ont retrouvé un emploi grâce à la politique monétaire. Donc, vous ne pouvez pas faire passer une frontière à l'intérieur des personnes en disant « je retiens le quart épargnant et j'oublie le reste ». C'est la même chose sur l'ensemble de l'économie. Notre rôle dans ce Conseil des gouverneurs dont on parlait, le dialogue ouvert des 25, c'est de regarder l'ensemble, l'intérêt général. Bon. Mais pour les épargnants, la rémunération restera positive, notamment sur l'assurance vie. Allez, merci. Merci d'avoir été avec nous donc aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, dans Ecorama. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Merci. Merci à vous.